auditeurs, vous saluer, vous aussi, une deuxième fois, et dire en ce qui concerne ces nominations, je crois que c'est la quatrième fois que dans ces studios nous en débattons. Si vous vous souvenez, sous Macky Sall, on a eu à en débattre ici, c'était avec le journaliste Babacar Dione. Alors, c'est pour dire qu'on a un grand problème de nomination au niveau de l'État du Sénégal, parce que les présidents de la République depuis 2000, avec Wade, usent et abusent du pouvoir que leur confère la Constitution, qui leur donne l'attribut de nommer aux emplois civils et militaires. Toutefois, ce qui est gênant, ce n'est pas la proximité ou la parenté avec une autorité de l'État. Ce qui est gênant, c'est le fait de n'avoir pas le profil. Parce que nous nous souvenons qu'il y avait Adrien Senghor, qui était le neveu de Senghor dans le gouvernement. Maguette Diouf était le frère, même père, même mère d'Abdou Diouf, ce n'était pas gênant. Et on a eu le cas, je crois, de Karim Wade, fils de Wade, Doudou Wade, et on a eu Aliou Sall et ça a gêné, on a vu ce que ça a donné dans l'opinion. Hein? Non, là où je veux en venir, je veux dire que ce n'est pas une nouveauté. Ça a plus ou moins existé au Sénégal. Mais ce qui est le plus grave, c'est le fait de n'avoir pas le profil. Donc, c'est un peu gênant qu'un membre du gouvernement ait à un niveau aussi élevé de directeur national sa propre fille. Ça peut être gênant. Mais si la personne a le profil, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Ce qui est plus grave, c'est que quand vous faites la revue de ces nominations, j'ai lu quelque part qu'il y en a eu 277 depuis que le nouveau président est installé. Et quand vous faites la revue, vous allez voir qu'au moins les 2 tiers n'ont pas le profil de poste. C'est ça qui est le plus grave. C'est-à-dire, parce que même si on nomme aujourd'hui le frère de Bassirou Diomaye Faye à un niveau où son profil répond au poste, c'est moins grave que quand vous nommez maintenant quelqu'un qui n'a vraiment pas le profil de poste. Parce que ça veut dire que celui-là n'apportera aucune plus-value à ce niveau. Et ça se fait au détriment de l'État. Donc, il y a ce premier point. L'autre problème qui se pose, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, vous voyez, on nomme sur la base de diplôme et non pas sur la base de statut, ce qui n'existait pas. Et maintenant, il cache souvent le statut en le recouvrant par le diplôme. Le cas de Demba Ngagne Demba Touré en est une illustration. C'est un greffier stagiaire. Stagiaire, je dis, qui n'est même pas titulaire. Ça veut dire qu'il n'est même pas encore fonctionnaire. Mais quand on l'a nommé, on n'a pas dit greffier stagiaire, on a dit diplômé, un master, je crois, en truc des mines. Et il y en a d'autres que je connais dans les dernières nominations. Aussi, on n'a pas évoqué le statut de fonctionnaire. On a dit spécialiste ou diplômé. Mais un diplôme, ce n'est pas une fonction. Un diplôme, ce n'est pas une expérience. J'aurais compris qu'on évoque une profession ou un statut, parce que le statut, c'est le cadre juridique, la situation juridique du fonctionnaire par rapport à l'administration publique. M. Gana est un inspecteur de l'enseignement. Je fus inspecteur du travail. Voilà, ça, statut. Au moins, tu dis que c'est un comptable. Oui, en ça, quoi cela fait entorse à la réglementation? Non, ça ne fait pas entorse à la réglementation. C'est que, enfin, dès lors qu'on considère que le président a tous les pouvoirs pour nommer, ça ne fait pas entorse à la réglementation. Mais ce qui pose le problème, c'est le problème du profil que j'évoque depuis toujours. Parce que si vous nommez aujourd'hui un administrateur civil d'âge ou secrétaire général d'un ministère, personne n'aura rien à dire. Parce qu'il a le profil de poste. Mais quand vous prenez quelqu'un qui n'a aucune expérience des mines, aucune, je dis, des mines, vous le nommez à la tête de la Société des mines du Sénégal, mais vous voyez que ça pose un problème. C'est comme si vous prenez aujourd'hui un inspecteur de l'enseignement, vous le nommez directeur général du groupe Futur Média. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. C'est ça qui dérange. Chez Ganasen, un mot sur peut-être la dynamique de rationalisation auquel peut-être on s'attendait, qui n'est pas peut-être là. Oui, peut-être, après avoir salué les auditeurs et mon ami Bahoum, vraiment je voudrais peut-être demander effectivement que
dans l'analyse des nominations qu'on puisse un peu nuancer. Parce que quand même, en tout cas pour le secteur que nous connaissons, c'est-à-dire le secteur de l'éducation, je crois que la nomination, en tout cas à des postes et à des fonctions, obéit vraiment à des critères très objectifs. Et les nouvelles autorités, en tout cas depuis leur prise de fonction ou de service, sont en train d'ailleurs de renforcer vraiment cette dynamique. Maintenant, bon, il faut dire tout simplement que moi je trouve que les nominations, bon, c'est vraiment le poids discrétionnaire du chef de l'État. Peut-être que lui, il a des informations que nous n'avons pas. Et que sur la base de tout cela, et en tout cas le Premier ministre et le Président de la République, ils ont peut-être nous des informations que nous n'avons pas. Et que puisque la Constitution leur confère en tout cas ce pouvoir de nomination, moi je trouve que il faudrait peut-être, dans l'analyse, essayer un peu de nuancer. Mais en même temps, pour le secteur de l'éducation. Alors, on va jeter un coup d'œil sur un peu la liste. On a vu des personnalités promues. Peut-être premier poste DG ou premier poste PCA. Vous pensez que malgré tout, ça fait sens? Oui, bon, vous savez, la fonction de PCA et même de DG, en fait, ce sont des fonctions de management. Ah oui, ça demande un peu d'expérience aussi, non? Oui, mais c'est comme un inspecteur d'académie, c'est comme, disons, un ministre. Je crois que le plus important, c'est de pouvoir s'entourer de compétences. Je crois que l'administration publique sénégalaise regorge de compétences de telle sorte qu'aujourd'hui, quelle que soit la fonction, en tout cas, quel que soit le poste, je crois que les gens devraient pouvoir, de mon point de vue, vraiment, en tout cas, mener à bien les missions qui leur sont confiées. Je donne un exemple aujourd'hui pour le poste, la fonction d'inspecteur d'académie. Bon, peut-être que l'éducation est l'un des rares corps à pouvoir, en tout cas, c'est l'un des rares secteurs où on ne devient pas inspecteur directement à partir de l'université. Ça, c'est vraiment une spécificité de l'éducation. Mais je trouve que les fonctions de management, et en tout cas les fonctions vraiment, on pourrait appeler des fonctions dirigeantes, de mon point de vue, le chef est là pour vraiment animer une équipe ou pour diriger, et il est entouré de conseillers, en tout cas, et d'experts qui, de mon point de vue, tout dépend de sa capacité d'adaptation, je pense. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, on vous demande d'un peu relativiser. Et malgré tout, ce népotisme à la tête de l'État, dont on parle depuis des années au Sénégal, apparemment, ce népotisme à la tête dure dans ce pays. Qu'est-ce qui fait que, malgré peut-être les engagements qu'on donne lorsqu'on est dans l'opposition, une fois au pouvoir, on a des difficultés à ne pas franchir la ligne? C'est quoi cette spécificité? C'est quoi le problème? Oui, avant d'en venir à votre question et d'apporter deux réponses, je voudrais simplement dire à la suite de Ghana, si je le comprends bien, il accepterait aujourd'hui qu'on mette un administrateur civil comme censeur de lycée, qu'on mette un inspecteur du travail comme IA, inspecteur d'académie. Il n'y a aucune différence par rapport aux nominations. Autant, pour être IA, il faut être un inspecteur de l'enseignement chevronné. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un inspecteur qui réussit au concours du CREA, il sort de l'école normale supérieure. Si on en faisait un IA, un inspecteur d'académie, les enseignants allaient crier. C'est la même chose qu'on assiste au niveau des autres postes. C'est la même chose. Des gens qui n'ont aucune expérience, dont le premier boulot et la nomination qu'on nomme. Il n'y a aucune différence si on compare entre les deux corps. Le fait de dire que le président de la République a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, je l'ai dit ici, ça doit faire 1 mois, 2 mois, est encadré. Est encadré par la loi et encadré par la morale. Encadré par la loi, ça veut dire tout simplement, il y a des corps, il y a des cadres, parce que les corps sont dans des cadres, où vous ne pouvez pas nommer n'importe qui. Notre ami Ghana l'a dit tout à l'heure. Un inspecteur d'académie doit être un inspecteur de l'enseignement. On ne peut pas être inspecteur sans avoir été enseignant. Enseignant, ça veut dire
d'un corps de la hiérarchie au moins B. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être préfet sinon on n'est pas administrateur civil, parce que c'est le texte qui le dit. Il y a aussi la loi, parce que pour ce qui est du Conseil constitutionnel, vous vous souvenez tous qu'il y a 2 qui doivent être nommés par le président de l'Assemblée nationale ou proposés. En tout cas, il y a des limites à ce pouvoir qui sont des limites de la loi. L'autre, c'est, je ne sais pas si on l'appelle la morale ou en tout cas l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous nommez quelqu'un, certainement c'est pour en tirer le meilleur profit pour l'État. L'État s'entend par le peuple, les usagers, ça veut dire la population. Vous ne nommez pas pour faire plaisir, vous ne nommez pas pour récompenser, vous nommez pour que l'individu puisse travailler correctement. Pour que l'individu puisse travailler correctement, il faut nécessairement qu'il ait le profil de poste. Ça, on ne peut pas l'écarter. Ça veut dire que ce pouvoir constitutionnel de nomination aux emplois civils et militaires ne doit pas, en quelque sorte, ne pas tenir en compte d'un principe que tout le monde connaît, tous les managers. C'est le profil de poste. Est-ce que l'individu qu'on nomme pourra mener à bien le travail qu'on lui demande? Et faire le départ, ça veut dire la distinction entre les fonctions de coordination et les fonctions de management. Autrement dit, où l'individu doit connaître un minimum du secteur. N'importe qui peut être ministre, je l'ai toujours dit, pourvu qu'il soit intelligent. Je l'ai dit ici. Ça veut dire, parce qu'un ministre ne fait que coordonner, il y a les directeurs qui sont là, qui connaissent le secteur, je veux dire, à l'heure actuelle. Quand vous prenez l'hydraulique, il y a le directeur de l'hydraulique, mais il y a un directeur qui va s'occuper des équipements et de la maintenance, il y aura un directeur, etc. Ça veut dire que ces différents directeurs-là, ils maîtrisent leur secteur, leur direction, à telle enseigne que le ministre peut même ne pas intervenir. Son rôle, c'est de coordonner. Et ensuite, il a sous ses ordres un grand coordonnateur qui connaît l'administration, c'est le secrétaire général. Mais quand vous prenez une société nationale, une agence, vous y mettez quelqu'un qui ne connaît absolument rien du secteur, mais apparemment, vous ne voulez pas être efficient. Pourquoi? Parce que, quel que soit X, il devra traiter des dossiers, il devra rencontrer des partenaires, il devra concevoir des politiques à soumettre à son ministre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous perdez en efficacité en mettant à la tête de la direction de l'ONAS un inspecteur des impôts et des domaines, comme sous Macky Sall. Parce que celui-là ne connaît absolument rien de l'assainissement. Rien. Absolument rien de l'assainissement. Donc, y mettre quelqu'un qui connaît l'assainissement, on gagnerait mieux que d'y mettre quelqu'un qui ne connaît rien de l'assainissement. Ce n'est rien d'autre qu'un exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce pouvoir, il faudrait que les gens reviennent à la raison pour se pénétrer de l'idée que quand on les a élus, comme quand on a élu les autres, hein, évidemment, parce que la critique ne s'intéresse pas à l'actuel pouvoir, on l'a toujours dit ici sous Macky Sall. C'est pour cela que je vous pose la question. Oui, pourquoi ceux qui arrivent au pouvoir... Oui, c'est là où je vais en arriver. Maintenant, ce besoin de récompense qui est purement humain, et qui est dans notre culture, notre subconscient de Sénégalais, pousse souvent les autorités, une fois au pouvoir, de vouloir s'entourer des gens qu'ils connaissent, qui ont travaillé avec eux, qui ont du mérite. Parce qu'après tout, ils ont du mérite aussi, parce qu'ils ont accompagné les gens qui sont à la tête de l'État. Mais on peut les récompenser autrement. Donc, les récompenser autrement, c'est leur trouver quelque chose qui répond à leur profil. Et je trouve aussi qu'à l'Assemblée nationale, où on n'a pas besoin d'être spécialiste de quelque chose, pourrait être une forme de récompense. Mais nommer des gens sur la base de la partisanerie ou de la parenté, sans efficacité, me paraît être véritablement contre-productif.
Alors, M. Sen, sur ce point, vous me disiez tout à l'heure que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires, c'est son droit. Mais en même temps aussi, on peut vous retorquer qu'il y a quand même quelques postes où on a mis des genoux. On dira comme ça, des jeunes qui viennent d'arriver, PCA, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la structure qu'ils coiffent, en tout cas, est-ce qu'il y a le leadership nécessaire pour pouvoir peut-être aider un peu le DG, conseiller pour éviter que ça tangue un peu lorsqu'on est PCA? Oui, moi je trouve que la promotion des jeunes est quelque chose à encourager. Hein. Moi qui vous parle, hein, je donne mon exemple. J'ai été inspecteur d'académie à l'âge de 33 ans. C'est pas si jeune que ça, hein? Oui, dans l'éducation, hein, être inspecteur d'académie, inspecteur de l'éducation, c'est pas toujours évident. Et effectivement, j'ai été vrai. Donc, juste après 4 ans, je suis nommé inspecteur d'académie, ensuite inspecteur d'académie. Donc, c'est juste pour dire que la promotion des jeunes, peut-être, c'est pas toujours négatif. Maintenant, concernant je suis d'accord avec mon ami Diakhoumpa par rapport à certains postes, mais je voudrais dire qu'au niveau de l'éducation, un administrateur civil peut être inspecteur d'académie. Le texte a été modifié. Un administrateur civil titulaire du certificat d'aptitude pédagogique, qui n'est même pas un diplôme d'inspecteur, s'il réussit à l'ENAM, le texte lui permet, en tout cas, d'être candidat aux fonctions d'inspecteur d'académie. Ouais. Deuxième chose, pour les postes d'ambassadeurs, je crois qu'il y a des agents de l'État qui sont nommés à des postes d'ambassadeurs et qui donnent entière satisfaction pour soi. Ils ne sont pas conseillers aux affaires étrangères. Et le dernier point concerne les postes de gouverneur. Hein. Moi, si le président de la République le voulait, il pouvait me nommer gouverneur. Je suis éligible, même si je ne suis pas administrateur civil. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'il faut... je suis d'accord avec lui que il faut peut-être promouvoir, mais ce n'est pas toujours évident. Et que c'est non seulement un problème de texte législatif. Il faut revoir les textes. Non, puisque les textes les lui concernent. Voilà. Et la deuxième dimension, c'est que la nomination à ces postes de responsabilité obéit effectivement à des compétences professionnelles, à des profils, etc. Mais il y a également une autre dimension, moralité, etc. C'est pourquoi je dis que dans l'analyse, il faudrait que l'on soit prudent. Et où est la moralité lorsqu'on, par exemple, un Serigne Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, nomme sa fille, sa belle-fille, et comme son gendre dans son cabinet, Jacques Abepsi, conseiller d'Ousmane Sonko, son épouse, ministre des Affaires étrangères, sa fille, DG de l'Agence pour la promotion. Non, je veux dire que vous pouvez nommer à des fonctions un agent très compétent, mais qui, du point de vue de la moralité, vraiment pose problème. C'est pourquoi je dis que on ne se lève pas un beau jour pour nommer. Il y a des enquêtes de moralité qui sont faites. En tout cas, il y a beaucoup d'autres paramètres. Je ne dis pas toujours qu'il faille vraiment nommer à tout bout de champ, mais je dis que dans l'analyse, il faudrait que l'on soit prudent parce que non seulement les autorités, la Constitution leur confère ce pouvoir de nomination, mais aussi ils ont à leur disposition des informations que nous n'avons pas. C'est pourquoi je dis que, en tout cas, dans le domaine de l'éducation, vraiment, c'est très ouvert. Et un administrateur civil peut bien être inspecteur d'académie. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais en tout cas, les textes le leur confèrent. Je ne suis pas là pour défendre, mais je dis tout simplement que ce n'est pas toujours l'appréciation ou la compréhension vraiment des récompenses, etc. Mais je crois qu'il l'a dit, c'est depuis Abdoulaye Wade et Senghor. En tout cas, par rapport aux nominations, moi, je n'ai pas de problème. Vraiment. Et maintenant, il faut attendre de voir si ces gens sont compétents et on les attend au niveau des résultats. Très bien. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, qu'est-ce qu'il faudrait réformer au sein des textes pour que le président de la République, évidemment, puisse continuer à jouer son rôle, mais en même temps que cette logique de récompense ne l'emporte pas sur les autres? Oui, je voudrais simplement rebondir pour dire que quand le texte dit qu'un administrateur civil, comme un inspecteur du travail, comme un inspecteur des impôts, des domaines des douanes,
peut être inspecteur d'académie, mais il y a une clause restrictive, c'est qu'il faut avoir le CAP. Pourquoi on a mis le CAP? C'est pour le profil. On revient toujours au profil. Parce que celui qui a le certificat d'aptitude pédagogique, c'est un enseignant. Il enseigne quelque Forcément. chose. Évidemment. Ouais. Il enseigne quelque chose, parce que moi-même, je l'ai eu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui conçoivent les textes, la plupart du temps, les conçoivent bien. Ce sont les politiciens qui les dévoient. L'autre chose qu'il faut... Lorsqu'on vous dit que le président de la République nomme discrétionnairement aux postes militaires et civils, le texte est, oui, c'est là clair. Oui, non, c'est là où je veux en venir. L'autre aspect des problèmes, c'est ce que disait Samb, Momar Samb. Il parlait du Pacho et non pas Pencho. Ça veut dire, la plupart du temps, quand les gens arrivent au pouvoir, ils pensent aux sinécures et prébendes. Autrement dit, on arrive au pouvoir pas pour travailler, pour certains, je veux dire, mais pour profiter des faveurs que procurent des positions étatiques. C'est pourquoi les gens se battent. Être directeur général, pour être ministre, pour être... Parce que ces positions leur procurent des ressources, qui sont les ressources publiques, des ressources qui appartiennent au peuple. Simplement, ce n'est pas pour autre chose. Parce que, je le dis souvent, quand je suis à Kaya, je dis, je n'ai jamais vu quelqu'un se battre pour dire, demain c'est moi qui irai cultiver au champ. Alors, donc le travail, c'est une sorte de punition d'après les textes, les anciens, je veux dire, les textes religieux. Donc, personne ne se bat pour ça. Quand on se bat pour être quelque chose, la plupart du temps... Ça permet de se réaliser aussi, hein? Oui, mais peu. Alors, pour cette fameuse disposition constitutionnelle, mais Sonko avait trouvé la parade. Quand il était dans l'opposition, il avait dit appel à candidature. Il n'y a que ça qui peut régler très facilement le problème. S'il y avait aujourd'hui appel à candidature, comme il l'avait préconisé, et comme d'autres candidats l'ont préconisé, parce que, vous vous souvenez, on était là avec BI, votre collègue BI, lors de la campagne avec d'autres pour analyser les programmes. Tout le monde avait dit, quand je serai président de la République, toutes les hautes fonctions publiques feront l'objet d'appel à candidature. Mais voilà, la solution immédiate, qui consiste à ne pas toucher au texte constitutionnel, et qui relève des prérogatives du Premier ministre, chef de l'administration publique et du président de la République, c'est un appel d'offres à candidature, simplement, comme font les enseignants. Mais en même temps, on vous dit aussi que s'il y a appel à candidature, il y a de très fortes chances que ceux qui gagnent ne soient pas forcément de votre... Je vais revenir à ça. C'est ce que font les enseignants. Ils compétissent à tous les postes, les enseignants. Le corps le plus démocratique dans ces pays, c'est le cadre de l'enseignement. C'est le corps des enseignants. Quand vous voulez aller il y a un poste vacant au niveau du CM de Ndiaganyao pour professeur d'histoire et de géographie. Le ministre ne peut pas y envoyer quelqu'un. Il faut que les enseignants se réunissent. Ce sont les fameuses commissions pour choisir celui qui répond le mieux aux critères et celui-là sera muté là-bas. Alors, maintenant, vous savez, les politiciens ont l'habitude de créer des choses pour, disons, flatter la population et ensuite faire le contraire de cela. Si on veut asseoir en tout cas l'appel à candidature, il faudrait une commission neutre. Mais non seulement une commission neutre, mais une commission autonome. Je l'ai dit ici, avec des gens nommés et qui sont inamovibles. Autrement dit, une nomination irrévocable, comme les membres du Conseil constitutionnel. Vous n'y pouvez rien dès lors que vous les conseillez. Il n'y a que la démission, le décès, qui peuvent, ou bien la fin du mandat, qui peuvent mettre un terme à leur... Donc, quand vous mettez une commission nationale constituée de fonctionnaires honnêtes, que tout le monde connaît, parce que nous nous connaissons tous, ici, dans ce pays, nous nous connaissons tous, de fonctionnaires honnêtes, ces gens-là sont sûrs que leur mandat, le président de la République ou le Premier ministre n'y peut absolument rien. Vous leur donnez les moyens matériels et financiers pour travailler, mais ils vont travailler. Et si on dit simplement que la commission
aura à soumettre au président de la République les deux meilleurs candidats, et le président est tenu d'en choisir un, mais il n'y aura pas de parti pris. Il n'y aura pas de parti pris. On va sélectionner les deux meilleurs et le président va les nommer. Et si ce sont des partisans du régime, c'est bon. Si ce sont des personnes neutres, c'est bon. Et comment entendez-vous gérer tout ça? Mais je veux dire, on met en place, une loi peut mettre en place, ou bien le président peut prendre un décret pour mettre en place une commission nationale d'appel d'offres pour les hautes fonctions. Le président, ensuite, on va sélectionner des fonctionnaires, comme je l'ai dit, neutres, compétents. Et il ne faudrait pas que ça soit ça doit être une commission ouverte, ou quand on va choisir dans tel secteur, qu'il y ait dans la commission quelqu'un qui s'y connaît. Je veux dire, à l'heure actuelle, si vous devez choisir le directeur général des douanes, il faudrait qu'il y ait un haut officier des douanes dans la commission, pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement et pouvoir analyser les dossiers. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, vous me donnez un dossier pour les eaux et forêts, mais je ne peux pas, en quelque sorte, malgré le fait que je sois spécialiste des ressources humaines, faire la distinction, ou en tout cas le tri entre trucs. Je le ferai moins bien qu'un colonel des eaux et forêts. Donc, c'est très facile, mise en place d'une commission, leur garantir l'inamovibilité et l'irrévocabilité, leur donner un bon traitement, leur donner les moyens financiers et matériels pour fonctionner, et leur laisser le choix sans influence. Les gens vont travailler correctement et chaque fois, ils pourront donner deux candidats qu'ils estiment être les meilleurs. Donner satisfaction, même si on est du parti adverse, l'opposition, c'est pas toujours évident, hein, non? Mais M. Send. Voilà, ce qu'il dit là, bon, je crois que ça existe au niveau de l'éducation. Hein. Oui, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être inspecteur d'académie ou inspecteur de l'éducation sans passer par appel à candidature. Donc je dis qu'au niveau de l'éducation, nous avons réglé ça depuis 2014. Alors, pour ce qui concerne maintenant les autres aspects, je me dis que c'est vrai que je suis parfois d'accord avec mon ami, mais parfois, c'est-à-dire a priori, quand M. le Président de la République nomme quelqu'un, M. le Premier ministre, on ne peut pas a priori préjuger, vraiment dire que parce qu'il n'a pas le profil, donc il ne peut pas être... Moi, je pense que c'est un peu trop tôt de juger sur quoi que ce soit, parce que nous avons vu quand même vraiment des gens nommés à des postes, et même à des postes de responsabilité, et qui ont donné entière satisfaction. L'appel à candidature, c'est bien, mais je crois que ça doit aussi être encadré. En tout cas, au niveau de l'éducation, le comité se réunit et fait des propositions qui sont maintenant laissées à l'appréciation de M. le Président de la République. Très bien, on va évoluer. Le deuxième thème de notre débat, le baccalauréat. Les résultats du bac sont connus, les chiffres disponibles. Dakar arrive en tête, plus de 60%. Matam 56,56%. Kolda ferme la marche, 37,43%. On tout bas, c'est vraiment la dernière région. Taux national de réussite, 50%. Vous me disiez, monsieur l'inspecteur, c'est ça? Donc oui. Le taux, il a évolué. On est passé de 48 à 50,34%. 50,34%. Analyse globale des derniers chiffres. Oui, Alimou, j'avoue qu'en tant qu'inspecteur d'académie, souvent on n'aime pas classer les régions ou les établissements en fonction des taux de réussite aux examens, parce que c'est un indicateur parmi tant d'autres qui peuvent en tout cas attester de la performance d'un système éducatif. Ce n'est pas uniquement les examens. Bon, malheureusement, dans notre système éducatif, nous n'avons que ça pour apprécier. C'est pourquoi nous ne voulons pas trop souvent. Ensuite, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Une académie, par exemple, qui a 50 000 candidats, on ne peut pas la comparer avec une académie qui a 6 000 candidats. Donc, vous voyez, il y a plusieurs paramètres qui font que souvent, bon, on évite un peu de faire. L'analyse des taux que je viens de définir. Voilà, si vous voyez un peu, depuis la Covid, le baccalauréat évolue un peu en dents de scie. Et depuis 2022, en tout cas, depuis 2022, il y a une chute, je ne dirais pas vertigineuse, mais les résultats baissent. Par rapport
En 2022, on était à 51,99. 2023, 51,54. 2024, 50,34. Il y a une légère baisse, une tendance baissière à laquelle nous observons. Et c'est pourquoi cela doit nous alerter. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. Parce que jusque-là, je dis jusqu'à presque 2019, jusqu'à 2020, on était autour de 35, des fois même 40%. Oui, on atteignait rarement la barre des 50%. Oui, je n'en disconviens pas, mais aujourd'hui, nous sommes en train de baisser. Et si on ne fait pas attention, on risque de retourner en deçà de 50%. C'est ça que j'ai dit. Alors, pour les facteurs explicatifs, je pense qu'on peut interroger plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'élève lui-même, en tant que principal acteur. Est-ce que l'élève, le candidat lui-même, a le niveau requis pour faire l'examen? Le deuxième facteur qu'on pourrait interroger porte un peu sur les conditions d'enseignement, apprentissage. Est-ce qu'il y a le minimum nécessaire dans la classe en termes donc de disponibilité d'intrants pédagogiques, les manuels, etc., les cantines scolaires, en termes même vraiment d'environnement d'apprentissage? Est-ce que l'environnement est propice pour permettre en tout cas de faire des résultats? En termes également d'organisation pédagogique, l'effectif de la classe, en tout cas le profil même de l'enseignant ou des enseignants, etc. Est-ce que l'enseignant fait du soutien scolaire, etc. Donc il y a un ensemble de facteurs qui expliquent cela. À côté maintenant de ces facteurs, il y a vraiment tout ce qui concerne la communauté. On va aller droit au but. Hein? Voilà. Dakar 60,07%, Matam 56%, Kolda 37%. Expliquez-nous un peu pourquoi Dakar arrive en tête. Dakar, parce que tout simplement, Dakar d'abord est la capitale, et que par rapport à l'environnement scolaire, quand même, les établissements de Dakar sont nettement mieux lotis que les établissements de l'intérieur. Si vous prenez tout simplement le taux de couverture, en tout cas, d'une connexion à Internet, Dakar caracole en tête par rapport à Kolda et à d'autres. Deuxième chose, c'est qu'à Dakar, nous avons quand même des enseignants expérimentés. La plupart du corps enseignant au niveau de Dakar a fait... Gravite autour de Dakar-Thiès. Voilà, au minimum 10 ans d'expérience. C'est vrai que nous sommes tous qualifiés, nous sommes tous certifiés, mais l'enseignement, c'est comme la santé. Plus vous durez, plus vous avez de l'expérience et ça peut être servi. Donc ça aussi, ça peut jouer. Maintenant, au niveau de Dakar aussi, en dehors de la banlieue, vous voyez, les conditions d'enseignement-apprentissage sont quand même favorables. Hein? Vraiment, les effectifs pour l'Académie de Dakar sont relativement stables. C'est peut-être au niveau de Pikine-Guédiawaye où vraiment les effectifs sont un peu élevés. Maintenant, les autres facteurs liés un peu à l'environnement socio-culturel, c'est tout ce qui est lié en tout cas aux violences, etc. C'est tout ce qui est également lié aux opportunités que les enfants de Dakar vraiment ont par rapport à Kolda et autres. Kolda, pourquoi Kolda 37,43 selon vous? Bon, Kolda, vous savez, c'est l'une des régions qui, en matière de conditions d'enseignement-apprentissage, quand même n'est pas très, très bien lotie. La deuxième chose, c'est que au niveau de Kolda, vous le savez mieux que moi, peut-être que les élèves sont confrontés quand même à des problèmes de violence, mariage précoce, etc. Ensuite, il se trouve qu'à Kolda, quand même, il y a un déficit récurrent d'enseignants. Les enseignants viennent, au bout de quelques années, ils quittent. Ce qui fait que c'est un perpétuel recommencement. Il y a également aussi, il faut le dire... Les élèves ne bénéficient pas de l'expérience des enseignants. Des enseignants, bon, ils font de leur mieux quand même. Mais nous savons qu'à chaque fois, Kolda est une zone... C'est des jeunes qu'on envoie là-bas, généralement. De départ massif. Maintenant, il y a également les conditions, comme je l'ai dit, d'enseignement-apprentissage. Les enfants, parfois, parcourent des kilomètres. Certains sont même dans des abris, en tout cas provisoires. Des conditions qui n'offrent pas toujours, en tout cas aux enfants, l'opportunité de pouvoir apprendre mieux.
Maintenant, il se trouve que, et ça je voudrais peut-être terminer par ça, il se trouve quand même qu'il y a les effets de la crise sanitaire, hein, la Covid, qui malgré tout, vraiment, nous rattrape jusqu'à ce jour. Mais ici, je vois ici, Matam 56%, vous ne direz pas que Matam est forcément une région plus hospitalière en termes de conditions. On dirait peut-être que Kolda, non? Je me trompe? Enfin, vous savez, en matière de cantine scolaire, je donne un exemple très simple. Matam est mieux couvert que Kolda. Pour ce qui concerne les cantines scolaires, si vous interrogez les statistiques, vous vous rendez compte que aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, quand même Matam est mieux loti que Kolda. Parce qu'à Matam, il faut le dire, il y a, au-delà même des difficultés et autres, il y a quand même une dynamique communautaire, un engagement communautaire en faveur de l'école. Notamment nos parents de la diaspora et autres, quand même, ils investissent beaucoup dans le domaine de l'éducation. Cet engagement communautaire aussi me paraît extrêmement important. Il y a également les collectivités territoriales. Et à Matam, j'ai noté également un sentiment d'appartenance au terroir très fort. Parce que depuis quelques années, ils sont, en tout cas, dans le peloton de tête. Et toute la communauté tient beaucoup à cela. Donc, il y a vraiment cette dynamique communautaire, cet engagement, vraiment avec nos amis de la diaspora, etc., qui fait que peut-être la région de Matam en tout cas est mieux accompagnée. Bon, je ne le dirais pas en termes d'effectifs aussi. Il faut dire que Matam n'a pas beaucoup de... Enfin, beaucoup, c'est trop relatif. Comparé à Pikine Guédiawaye, Matam quand même en termes d'effectifs. Donc, les effectifs sont relativement normaux. Ce qui permet quand même, de mon point de vue, avec un minimum d'accompagnement, vraiment de faire de bons résultats. Alors, Abdou Foutah Diakhoumpa, vous n'êtes pas spécialiste de l'éducation, mais qu'est-ce que ces chiffres-là montrent? Qu'est-ce qu'ils donnent à voir pour vous? Merci. Je voudrais simplement vous rassurer pour dire que je suis plus spécialiste de l'éducation que 90% des enseignants. J'ai 5 diplômes pédagogiques. Très bien. Comme vous le voyez, je suis un normalien de Bambey, école normale régionale. J'ai un BSS, brevet supérieur d'études normales. J'ai un certificat d'aptitude pédagogique. Vous êtes passé par l'enseignement. J'étais instituteur. J'ai le diplôme qui me permet d'enseigner dans les lycées qu'on appelle le CAES, certificat d'aptitude en enseignement supérieur. Donc, je suis un produit de l'éducation nationale, même si on me connaît sous la casquette d'inspecteur du travail. D'ailleurs, c'est ce qui facilite mon côté formateur, université, formateur, ENAM, etc. Donc, je connais bien l'éducation. Alors, donc, aidez-nous à y voir plus clair. Donc, je voudrais ajouter à la très pertinente analyse de Ghana, et on ne pouvait s'attendre qu'à ça de sa part, vu sa qualité dans le domaine de l'éducation. Une autre dimension qu'il a certainement oubliée, parce qu'il en a tellement cité qu'il ne pouvait pas tout citer, c'est qu'à Dakar, il y a aussi l'apport des écoles privées. Ça, il faut le dire. D'accord, des écoles privées. On a des écoles privées d'élite. D'où les conditions d'enseignement et d'apprentissage sont meilleures qu'ailleurs. Les parents y mettent les moyens. Voilà, il faut y ajouter cela. Comme il a dit avec Matam, et c'est pertinent, un petit effectif, la raison n'est pas très peuplée par rapport à Kolda, l'apport des parents, et aussi souvent il y a un aspect culturel, c'est qu'il y a des gens qui aiment l'école. C'est comme le monde sérère. Si vous prenez jusqu'aux années 2000, les meilleurs cadres, ou pour ne pas dire, en tout cas toute proportion gardée en termes d'ethnie, les meilleurs cadres étaient issus de l'ethnie sérère. Parce qu'ils aiment étudier. C'est la même chose quand vous voyez la couverture au niveau de la Casamance. Quand je parle de Casamance, c'est les jeunes de Ziguinchor, oui. Et au nord, parce qu'il y a ça. Il y a des gens qui aiment l'école, il y a des gens comme mes parents Baol qui n'aiment, enfin je ne dirais pas qu'ils n'aiment pas l'école, mais en tout cas dont l'école n'est pas une priorité. Alors, je crois que je ne peux pas ajouter plus que ce qu'il a dit. Parce que quel que soit X, il y a l'apprenant. Les gosses n'aiment plus étudier. Changer quelque chose. Dans une classe de 63 étudiants à ESP, École supérieure polytechnique, où je donne encore des cours, tu ne peux pas compter plus de 20
présents, alors que ces élèves payent pour étudier. Ah Et oui? souvent, souvent, je leur dis, La moitié de la classe. le tiers, je dis, pas la moitié. Le tiers ne vient pas. Alors, je leur dis, c'est comme si vous payez votre ticket de cinéma, vous venez, on fait le lancement, vous commencez à donner jusqu'à la fin du deuxième film, c'est ce que vous faites. Et je leur dis, moi, on a commencé à me payer de la sixième, après CM2. Quand on a réussi, c'est comme avec Ghana, on avait nos bourses. Après les bourses au niveau du lycée, tu as les bourses, tu viens à l'université, tu as les bourses, tu vas à l'école normale supérieure, tu as les bourses, tu vas à l'ENAM, tu as les bourses. Autrement dit, l'État m'a toujours pris en charge de mes 13 ans jusqu'à ma retraite. Et je n'ai jamais fui un cours. Enfin, fui comme on dit, mais on doit dire chercher un cours. Jamais. Et pourtant, on m'a payé. Vous payez et vous cherchez les cours. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça revient à la question de mentalité. Deuxième chose, ils ne lisent pas. J'ai dit, quel est le dernier roman que vous avez lu? Ils ne s'en souviennent pas. En quelle année date la dernière lecture d'un roman? Ce sont les ouvrages au programme. Et la plupart du temps, ils ne le lisent pas complètement. Comment voulez-vous être un bon élève si vous ne lisez pas? Comment voulez-vous être un bon élève si vous n'étudiez pas? Tant que la présence n'est pas obligatoire, ils ne viennent pas. Vous pouvez faire un tour un jour, ou bien je peux vous inviter à passer, parce que c'est sur la corniche ESP. Et comment vous évaluez les apprenants? Comment vous les évaluez? Mais ça veut dire qu'ils viennent tout simplement parce qu'ils sont contraints de venir. Je vais vous raconter une chose, et je suis sûr que mes étudiants m'entendent. Ils ne me démentiront pas. Ils m'ont dit, oui, en deuxième année, vous nous avez donné un sujet difficile. J'ai dit, mais ce n'est pas difficile. Comprenez que la plupart d'entre vous ont eu de bonnes notes. Et par respect, je ne peux pas vous donner vraiment des choses banales. Vous savez qu'est-ce qu'un étudiant m'a répondu? Monsieur, manquez-nous de respect et donnez-nous des bonnes notes. Billahi wallahi wa ta'ala. C'est ce qu'il m'a répondu. Ce n'est pas la peine de nous respecter, mais donnez-nous de bonnes notes. Ça veut dire que dans la mentalité de beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, je ne dis pas tous, le diplôme, il faut l'avoir. Mais ils ne viennent pas chercher le savoir et le savoir-faire pour être performants plus tard, comme nous à notre époque. Ils viennent chercher le diplôme, après ils vont fatiguer les gens pour dire oui, je n'ai pas de boulot, je chôme, etc. Donc il y a l'environnement social, c'est-à-dire l'élitisme intellectuel n'est plus encouragé au Sénégal comme à l'époque de Senghor. C'est ça le problème. Qui lit à l'heure actuelle? Moi, j'écris des romans, au-delà des ouvrages techniques comme on connaît, j'écris des romans. Des romans, j'ai dit un roman. J'ai écrit un roman policier, ça fait moins d'1 an, c'est en août. Et un autre, qui est une nouvelle, en janvier dernier. Mes propres enfants, ne les lisent pas. Très bien. Alors donc, M. Sen, Gana Sen, vous me disiez aussi qu'il y a eu beaucoup de mentions, dont des mentions très bien. Et en même temps, il se dit aussi au sein de l'opinion qu'il y a une baisse de niveau. Je ne comprends pas. Exact, pour renforcer ce que Diakhoumpa a dit concernant vraiment ces enfants. Parce que de plus en plus, vous voyez le taux d'admission. Je vois 8784 mentions, dont 156 très bien. Oui, les mentions... Excusez-moi, je n'aime pas couper les gens, mais c'est combien de candidats? Exact. C'est combien de candidats? C'est ça. Parce que le nombre de candidats... L'année dernière, on était à 123 mentions très bien. Oui, le nombre de mentions très bien évolue depuis 2020. En 2020, nous en avions 84. En 2024, nous en avons 169. Ça veut dire que maintenant, il faut rapporter ça, bien sûr, au nombre de candidats. Parce que quand même, le nombre de candidats au baccalauréat ne cesse d'augmenter. Mais dans tous les cas, la progression est là. Et c'est la même chose également pour toutes les mentions réunies à bien, très bien, etc. Parce qu'on est passé de 5 955 en 2020 à 9 454, presque du simple au double. Ça, vraiment, c'est un aspect très positif. De la même façon, le taux d'admission aux premières épreuves du premier groupe également évolue. L'année dernière, nous étions à 22, cette année, nous sommes presque à 23%. Mais au même moment, le taux d'admissibilité aux épreuves du second groupe baisse. Expliquez-nous. Alors, ce qui veut dire donc les très bons élèves, le système vraiment en a.
continuer à les de plus en plus. oui, Par contre, la grande masse d'élèves vraiment mérite, de mon point de vue, d'être encadrés. Parce que quand même, l'objectif de l'examen, comme Michel l'inspecteur l'a dit, c'est pas les sujets sont faits pour ce n'est pas un concours d'excellence. Ouais. Voilà, c'est vraiment si vous avez 10, vous passez. Donc ça veut dire que aujourd'hui, notre système est en train, en tout cas, de progresser du point de vue des élèves excellents. C'est à saluer. Et le concours général l'a révélé, avec vraiment des premiers prix accordés, octroyés dans des disciplines comme mathématiques, etc. Mais la grande masse n'arrive pas à suivre. Grande masse, quand même, il y a quand même des difficultés. C'est pourquoi je dis que nous devons réinterroger vraiment nos dispositifs pédagogiques. Nous devrons de plus en plus réorienter nos actions afin véritablement de favoriser non seulement un accès massif des élèves, des enfants à l'éducation, leur maintien, mais également leur réussite. La spécificité de Guédiawaye et de Pikine, vous disiez, on a un important d'effectifs là-bas. Oui, parce que quand nous parlons de région de Dakar, il y a 3 académies, Guédiawaye, Pikine Guédiawaye, etc. Alors, au niveau de Pikine Guédiawaye, la spécificité, c'est que nous sommes la 2e académie en termes d'effectifs, après celle de Thiès, avec vraiment des effectifs, des classes pléthoriques, une forte présence du privé, même si dans le privé, il faut distinguer, en tout cas, de privé laïque et autres, en tout cas de bons privés. Mais au niveau de Pikine Guédiawaye, la demande est supérieure à l'offre publique, je veux dire. Ce qui fait que les élèves apprennent dans des conditions quand même difficiles, avec des déficits en table-banc, en tout cas des conditions très difficiles, mais malgré tout... Et l'Imamoulaye, le lycée, est-ce qu'on en est avec la construction? Oui, le lycée, le projet en tout cas est en cours. Il y avait quelques difficultés, quelques retards, disons, notés dans le respect des délais, mais quand même... Il doit être livré quand? Normalement, si tout se passe bien, je ne suis pas le maître d'ouvrage délégué, mais ça doit être livré en tout cas à la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Gana Sen, qui est inspecteur de l'éducation, inspecteur d'académie plutôt, d'académie de Pikine et Guédiawaye. Il y avait en face l'inspecteur du travail à la retraite, spécialiste de l'éducation aussi, un enseignant, Abdou Fouta Diakhoumpa, au micro Mohamed Ali Mouba, à la technique Hassan Diouf. Merci d'avoir choisi la RFM. Bonne journée. Merci.